Dans cette nouvelle vidéo consacrée au tarot, tentons de trouver les origines du tarot et savoir pourquoi il a été créé. Il va falloir se creuser un peu, parler de recherche, recoupement, enquête, etc. Le tarot existe sous plusieurs formes. Un type de tarot est appelé le tarot de Marseille, composé de 78 cartes. 4 couleurs classiques, si on peut dire, composées de 56 cartes, nommées les arcanes mineurs. Mais aussi, et surtout, les 22 arcanes ornés de figures étranges, nommées les arcanes majeures. Ces arcanes majeures, parfois appelées atouts, suscitent depuis des siècles un puissant pouvoir d'attraction. Que signifie-t-il? Qui les a créés? Mais aussi, dans quel but? À travers des enquêtes, des recherches personnelles, toujours en cours, je voudrais essayer d'y apporter quelques éléments de réponse. Simplement, ce que je vais essayer de vous conter ici sera donc le fruit de mes propres découvertes et déductions. Cette vidéo ne se veut en aucun cas être la vérité, mais simplement des pistes qui me paraissent probables et vraisemblables et qui me permettent de vous dire que le tarot de Marseille n'est pas un banal jeu de cartes, mais sans doute qu'il reflète un enseignement occulte, hermétique, philosophique et profond. Alors, servez-vous un café, installez-vous confortablement, on y va. Les premières traces de l'existence de jeux de cartes en France seraient datées entre 1369 et 1381, d'après Isabelle Nadolny, se basant sur une publication de 1369, dans laquelle aucune mention n'est faite de jeux de cartes, contrairement à autant d'autres types de jeux. La première citation vient d'un courrier de 1381, dans lequel Jacques Jean promet de ne jouer à aucun jeu, y compris les jeux de cartes, les naïbis. Et, comme elle l'ajoute, ce n'est pas parce qu'on n'en parle pas que ça n'existe pas. En tout cas, ça n'inquiète pas les pouvoirs à ce moment-là. On trouve des traces en 1299 de ce qu'on peut prendre pour la trace la plus ancienne dans laquelle on parle de jeux de cartes en Europe. Mais cette origine est quelque peu incertaine, parce qu'elle provient d'un manuscrit qui est la traduction du texte original. Bref, les sources et les dates s'embrouillent un petit peu. Le plus ancien jeu de cartes retrouvé en Italie est un jeu de tarot. Le tarot Visconti Sforza, peint sans doute pour le mariage de Bianca Maria Visconti avec Francesco Sforza. C'est donc un tarot peint à la main, luxueux, rehaussé d'enluminure d'or. Vraisemblablement un modèle unique, puisque ce jeu a été réalisé juste avant l'invention de l'imprimerie, inventée en 1450, qui aidera évidemment à la diffusion de jeux et à leur accès à un public plus modeste. Ce jeu avait une taille assez importante par rapport à ce qu'on connaît maintenant. Les cartes mesurent environ 19 cm par 9 cm. Ces tarots datent du XVe siècle, entre 1440 et 1450 environ. Revenons à ce type de jeu qui est appelé tarot de Marseille. Il est appelé ainsi de manière conventionnelle parce qu'on peut penser qu'entre le XVIIIe et le XIXe siècle, voire même un peu plus, ce type de jeu était fabriqué à Marseille. Ceci dit, on peut vraisemblablement penser que ce jeu a une origine plus ancienne. En tout cas, a été créé sur base de jeux plus anciens, provenant sans doute d'Italie. On peut facilement comprendre que ces cartes, nous parlons des 22 atouts ou arcanes majeures, forment une suite, racontent une histoire. Nous avons perdu les clés de ces images. Pour les comprendre ou les retrouver, c'est selon. Si nous considérons que nous ne les avons pas tout à fait perdues, il va nous falloir entrer dans l'univers graphique de l'époque, c'est-à-dire le XVe siècle. Une œuvre qui se trouve dans un château près de Budapest, actuellement ou récemment restaurée, est attribuée à Botticelli. Rien que ça. Pourquoi parler de cette fresque? Eh bien, parce que je trouve, et je ne suis vraiment pas tout seul, que cette fresque a beaucoup de ressemblances avec Tempérance. Du coup, si c'est bien le cas, il y a un lien entre le tarot de Marseille et Botticelli. Si on pousse un peu, on va aussi pouvoir voir des ressemblances avec un autre arcane du tarot et le travail de Botticelli. En effet, un dessin attribué cette fois avec certitude au maître italien offre pas mal de ressemblances avec un autre atout. Le diable, dans l'allure générale de l'image, mais aussi dans la construction. Nous savons par exemple que, dans le tarot de Marseille, le centre de la carte n'est rien d'autre que le sexe du diable. Eh bien, dans le dessin de Botticelli, il est également aussi centré sur cette partie. Poursuivons, un autre arcane. Attardons-nous sur 2 images. Le premier, de Mazzo Finiguerra, et le second de Jacopo Bellini. On peut encore trouver pas mal de similitudes entre ceux-ci et l'arcane du chariot du tarot de Marseille. Précisons que ces dessins sont datés du début du XVe siècle. Dans les récits platoniciens, une description de l'âme y est faite, à l'intérieur d'un mythe,
Elle est décrite comme un char ailé, dirigé par un jeune homme, tiré par 2 chevaux. L'un qui élève vers le haut et l'autre qui entraîne vers le bas. J'y vois encore un lien entre le mythe de Platon et notre arcane 7. On en remet une couche. 2 chevaux. L'un est bon, mais l'autre ne l'est pas. Le premier tient la meilleure place, il est droit, il a les formes bien dégagées. Le second, au contraire, est de travers, épais, de forme grossière, la tête massive, le col court, la face plate, le teint terne, les yeux glauques et veinés de sang, les oreilles velues et sourdes, nous écrit Platon. Dans le tarot, a priori, il n'y a pas de différence entre les 2 chevaux. Pourtant, si on y fait un peu plus attention, on remarque alors que ces 2 bestiaux sont représentés en accord avec la description que nous fait Platon. Très bien. Admettons que ce que nous venons de remarquer est correct. Comment diable une description datant de l'Antiquité se retrouve dans une représentation ou plusieurs représentations d'images datant du XVe siècle? Eh bien, il existe un lien qui ôte finalement tout hasard à ce rapprochement. Un homme, aujourd'hui presque oublié, mais qui à l'époque de la Renaissance était connu, très connu. Un savant de son époque qui a œuvré dans plusieurs domaines. On peut voir ici son buste sculpté qui orne la cathédrale de Florence. Marsile Ficin. C'est un fils de médecin, né en 1433 et mort en 1499, qui suit son père à Florence où ce dernier va exercer. Là, Marsile entre au service de Côme l'Ancien, qui est à l'origine de la dynastie des Médicis. Ficin restera toujours lié à la famille des Médicis et on lui prête même une relation amicale proche de Laurent le Magnifique. La place qu'il a obtenue dans la cathédrale est due à son travail. Il a été le premier à traduire les œuvres complètes de Platon en latin, ce qui a permis au monde occidental européen d'avoir un accès aux écrits de Platon auparavant seulement écrits en grec. Marsile Ficin est également un ecclésiastique. Il est chanoine de la cathédrale. Ficin ne traduit pas simplement. Il tente d'attacher les écrits de Platon avec la pensée chrétienne de l'Occident. Ce qui fait que parfois Ficin ajoute quelques lignes aux écrits du philosophe grec, pour mieux les faire coller aux pensées catholiques de l'époque. Justement, dans les dialogues de Platon, Ficin y ajoute des détails qu'on ne trouve pas dans l'œuvre originale, concernant le descriptif de l'âme. Détails qu'on voit apparaître dans le 7e arcane du tarot de Marseille. Il est écrit par exemple que la tête du conducteur est à la fois une et dédoublée, que l'on retrouve sur des cartes sous la forme de masques posés sur les épaules du conducteur. Il ajoute aussi que les chevaux sont liés pour l'éternité, repris dans le tarot de Marseille, puisque les chevaux sont encastrés à moitié dans le chariot et donc soudés ensemble. Le chariot représente donc l'âme, comme la voyait Platon, augmentée des interprétations de Ficin. Une question se pose alors. Ficin aurait participé à la création du tarot? Et pourquoi sur des cartes à jouer? L'Académie platonicienne, créée par Ficin, dans laquelle se réunissent des personnes comme Laurent de Médicis, Marsile Ficin, Pic de la Mandorle et bien d'autres pour parler de Platon, discuter ensemble dans un lieu qu'on qualifie de beau et d'agréable. Les jeunes académiciens y acquerront, en même temps qu'ils jouent tout en s'amusant, les principes moraux et la dialectique. Donc, dans cette académie, on apprend en jouant, on joue en apprenant. Marsile Ficin ne dit pas quels jeux sont mis en place. À Milan, dans le château des Sforza, sont conservés des jeux de cartes datant parfois de la Renaissance. S'y trouve, entre autres, un jeu didactique, un des premiers jeux didactiques qui a été créé. Il date de 1515. L'arcane 21 du tarot de Marseille représente un personnage dans une mandorle, encadré de 4 figures, un aigle, un taureau et un lion. C'est une figure répandue au Moyen-Âge, une représentation du Christ en gloire, encadré des 4 évangélistes. Enfin, les évangélistes, c'est ce qu'on dit. Je reviendrai certainement sur ces fameux évangélistes dans une autre vidéo. Cet arcane du monde y mène également une figure bien plus ancienne provenant de la mythologie grecque, le dieu Orphane. Ce dieu est androgyne, qui naît de l'œuf du monde, représenté dans une mandorle composée des 12 signes du zodiaque. Les signes du zodiaque, les 4 évangélistes, il y a peut-être un rapport. Ficin cherchait à synthétiser les théologies de l'Antiquité et le christianisme. Au regard de ces éléments, puisque Ficin et Botticelli étaient contemporains et tous deux proches de la famille des Médicis, serait-ce improbable que ceux-ci aient collaboré à la réalisation du tarot? Ficin cite parmi ses amis un nommé Della Volpai.
qui réalisa une horloge zodiacale pour Marcille Ficin. Comme beaucoup de personnes de son époque, Ficin pratique l'astrologie et l'intègre à sa philosophie. Voilà un petit détail intéressant de plus, puisqu'on sait que dans les arcanes majeures, on retrouve des éléments astrologiques en assez grand nombre. En 1480, dans une publication de Ficin, dans laquelle il décrit le mythe de la caverne, on peut y lire des éléments supplémentaires qui ne figurent pas dans les livres de Platon. Par exemple, il décrit que les prisonniers ont les mains attachées dans le dos, et aussi qu'une torche est allumée. Mais pareil, c'est un ajout. Par contre, ces éléments se retrouvent dans l'arcane du diable. Encore une fois, une lame mélange la vision antique et la vision chrétienne, le mythe de la caverne et l'enfer chrétien fusionnés en un même concept. Les pensées de Marcille Ficin attirent sur lui les courroux de l'Église. C'est certainement grâce au soutien de Laurent le Magnifique que celui-ci échappe à une condamnation de l'Église et sans doute aussi, voilà pourquoi Ficin n'a jamais parlé publiquement de ses liens avec le tarot. Dans ses théories platoniciennes, Ficin propose une vision de l'enfer très originale et différente de celle généralement admise au Moyen-Âge, et encore évidemment à la Renaissance. Pour lui, l'enfer n'est plus un endroit physique, et ce n'est pas un lieu allégorique, imaginé, mais pour lui, c'est un état de l'âme après la mort, une sorte de prison de l'esprit, mais dans laquelle l'homme est condamné à vivre éternellement après sa mort, entouré des illusions développées durant la vie terrestre de la personne. C'est donc une sorte de cauchemar, mais dont on ne se réveille jamais, parce qu'on ne peut pas savoir que ce n'est qu'un cauchemar. Donc, le diable serait la caverne de Platon, revue par Ficin. Le chariot, c'est l'âme de Platon, revue par Ficin. Il aurait créé Tempérance avec Botticelli. D'accord, mais pour les autres arcanes, qu'en est-il ? Eh bien, un texte de Marcille Ficin axé sur l'astrologie et la numérologie nous parle de l'âme. On classe les éléments de l'âme sur 7 colonnes et 3 axes. Les 7 colonnes sont placées en fonction des planètes connues à l'époque de Ficin, et les niveaux sont célestes, intermédiaires et terrestres. On peut y placer tous les arcanes du tarot en fonction du texte, dans un ordre différent de l'ordre numérique. Nous savons aussi que ces colonnes commencent par des multiples de 7. On peut voir par exemple dans la première colonne le chariot débuter le niveau terrestre. Le chariot est d'ailleurs comme planté dans le sol. Ensuite, Tempérance représenterait le monde intermédiaire. Le chaud, le froid, les couleurs partagées, les 2 cruches. Beaucoup de ces éléments collent bien avec ce niveau intermédiaire. Pour terminer, le céleste avec l'arcane du monde. La seconde colonne représente Mars, masculine, guerrière, avec le diable, la roue de fortune et le pape. Ensuite, la colonne de Vénus avec l'amoureux, l'étoile et la papesse, représentant le féminin et les amours. Les colonnes de la lune et du soleil, qui montrent le jour et la nuit, le masculin, le féminin, l'action, la non-action. Nous y trouvons donc la lune et le soleil, l'empereur et l'impératrice, la force et l'ermite. La colonne de la parole, ou colonne de Mercure, dans laquelle on parle de confusion, de trahison, de persuasion, avec la maison Dieu, l'amoureux et le battleur. Enfin, la colonne de Saturne conclut sur la justice et ses conséquences avec l'arcane sans nom, le mât, le jugement et la justice. Grâce aux 22 arcanes majeures placés dans cette configuration, nous avons bien une synthèse de la pensée de Marcille Ficin, sur les plans qu'il développait sur chacun des axes de son époque, à savoir la philosophie, la religion et l'astrologie. Ensuite, les arcanes, sous forme de jeux de tarot, perdurent, sont reproduits, modifiés pour permettre aux auteurs et aux imprimeurs d'être reconnus, pour en arriver jusqu'au XVIIIe siècle. À cette période, Jean-Baptiste Aliette et Courte de Guesblen commencent à parler d'un lien entre le tarot et la cartomancie et l'Égypte. Le tarot devient alors un objet initiatique basé sur l'égyptologie. Ces idées sont récupérées par des institutions comme la franc-maçonnerie et les Rose-Croix. Alors, initiatique, oui, mais basé sur l'égyptologie, c'est moins sûr, puisque c'est assez tardif déjà comme idée, par rapport à la genèse du tarot. Aucun des premiers tarots ne comporte réellement d'éléments typiquement égyptiens. Tout cela donnera le monde primitif de Guesblen et le grand Étéla, anagramme d'Aliette. Le tarot devient alors un moyen de lire l'avenir sur fond d'occultisme et de mystères anciens.
Est-ce une évolution du tarot ou une altération du tarot? Finalement, à quoi sert le tarot? D'après moi, le tarot doit être considéré bien plus qu'un simple jeu de cartes. Sa forme peut quelque peu varier, comme les couleurs de certains éléments ou le nombre de stries qu'on va trouver sur un vêtement, mais il conserve la même essence. Il est un outil de développement personnel sans aucun doute, pour reprendre des mots à la mode dans ces années. Peut-être pas un outil pour raconter l'avenir. En tout cas, pas comme on peut le croire, ou le faire croire parfois. L'utilisation fondamentale du tarot peut être considérée comme un outil de développement personnel et spirituel. En utilisant les symboles et les images présentes dans les cartes, certaines personnes peuvent explorer leur propre inconscient et développer une compréhension plus profonde d'eux-mêmes et de leur place dans le monde. Le tarot peut aider à clarifier les objectifs et les aspirations, à explorer les défis émotionnels et spirituels et à trouver des réponses à des questions existentielles. De plus, il peut offrir un point de vue différent, nouveau, sur des situations difficiles et aider à trouver des solutions créatives à des problèmes complexes. En fin de compte, le tarot peut être considéré comme un outil pour aider les gens à se connecter à leur propre sagesse intérieure et à atteindre un plus grand équilibre et une plus grande harmonie dans leur vie. Le tarot peut être considéré comme un outil qui permet de parler de l'avenir, mais pas de manière surnaturelle ou divinatoire. Au lieu de cela, il peut être considéré comme un moyen de réfléchir aux conséquences potentielles de nos choix et de nos actions passées, en nous permettant de les visualiser de manière symbolique. En utilisant les cartes du tarot, nous pouvons explorer les différents chemins qui se présentent à nous et réfléchir aux défis et opportunités qui se posent sur notre chemin. C'est un outil de méditation, de réflexion et de développement personnel. J'aimerais entendre ou lire votre avis à ce sujet. Croyez-vous que le tarot puisse vraiment prédire l'avenir? Ou pensez-vous qu'il sert simplement d'un moyen de réflexion pour mieux comprendre nos choix et nos actions? N'hésitez pas à partager vos pensées. Merci et à bientôt sur Eclipse.